Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui témoigne de nos évolutions, de nos remises en question, qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. Donc tu es Nadir Legrand, tu es acteur et dramaturge. Moi, la compagnie dont tu fais partie, l'Avantage du Doute, c'est une compagnie que je suis depuis plusieurs années. Et une de vos dernières créations qui s'appelle Encore plus partout tout le temps, qui est pas un nom facile déjà. J'imagine que c'est bien, exprès. tu t'en es souvenu. Non, je l'ai noté C'est surtout. pas beaucoup. Mais en vrai, je m'en souvenais, mais j'avais peur de faire une erreur, tu vois, parce que c'est quand même un nom un peu alambiqué. En tout cas, c'est une pièce que j'ai vue 2 fois. Je l'ai vue 2 fois pour une scène en particulier, qui est la scène autour de laquelle je souhaiterais qu'on puisse échanger aujourd'hui. Donc c'est une scène où il y a notamment 2 hommes sur scène à ce moment-là et qui échangent entre eux autour du fait de s'offrir de la tendresse entre hommes. Et je te demanderai d'expliquer un peu plus en détail ce qui se passe pendant cette scène. Ce que moi je peux te dire en tant qu'expérience côté spectatrice, c'est que j'ai regardé cette scène et en fait je me souviens pas trop du contenu, tellement ça a été une espèce de déflagration interne. Et du coup, ce qui m'a marqué, c'est ce que moi j'ai ressenti dans mon corps. Et c'est ça qui me reste de cette scène-là. C'est que vraiment, j'ai été saisie quand je vous ai vu avoir cette discussion. Et surtout, quand cette discussion mène au fait qu'il y a cette enlaçade entre vous deux. Et en fait, j'ai été prise par une émotion très forte. Et le coup d'après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça m'émeut à ce point-là ? C'est quand même pas normal que cette scène-là, qui devrait être banale et qui devrait être ordinaire, elle me fasse ça. Et si elle me fait ça, c'est précisément parce que c'est une scène qu'on voit jamais. Donc j'ai eu cette intuition que si pour moi, ça avait été une expérience qui était forte, sans doute que pour vous, sur scène, ça l'avait été aussi. Donc moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu nous présentes déjà plus précisément ce qui se passe dans cette scène et ce que ça t'a fait vivre et ce que ça a pu changer pour toi. Alors déjà, ce que je peux dire, j'y reviendrai plus en détail après, mais c'est pas moi qui l'ai écrite cette scène, c'est Judith Davis qui fait partie du collectif. Donc c'est une scène entre 2 hommes qui se connaissent pas bien. Dans la fiction, on joue 2 personnages et qui sont amenés un peu par hasard à échanger sur des sujets assez intimes. Juste avant, il y a une sorte de défouloir. En fait, c'est un peu abstrait si c'est pas contextualisé dans le spectacle, mais disons que juste avant on se défoule, voilà, ce qui nous met dans une sorte d'essoufflement et comme si on purgeait en fait une tension, voilà, qui était latente, quoi. Et puis après on s'assoit et on commence à parler. Et moi je suis pas très bien, mon personnage à ce moment-là il est un peu fébrile, il a été un peu dépassé par ce moment de défouloir, quoi. Donc il est un peu sans filtre, il y a un peu une fenêtre qui s'est ouverte et l'autre personnage le sent et il commence à lui poser des questions mais très basiques, genre comment ça va, comme s'il le coachait un peu en l'encourageant à parler de sa santé mentale, physique. Et moi mon personnage a pas du tout l'habitude d'échanger là-dessus avec les mecs, mais comme il est pas bien, il se surprend lui-même à dire ces choses sur lui-même et contre toute attente, il sent que ça lui fait du bien, donc il continue et l'autre l'encourage à aller plus loin jusqu'au moment où l'autre le sonde sur sa santé à lui, quoi. Et en fait il va pas bien du tout, il lui dit quand il a des gros problèmes de santé, il somatise un maximum et donc il livre des choses qu'il a jamais livrées, même pas à sa femme, jusqu'à cette question que l'autre lui pose sur son fils. Il lui demande, ton fils il fait toujours pipi au lit? Et là il y a une sorte de gouffre qui s'ouvre, quoi, d'émotions, et qui le submerge. Voilà, mon personnage il est complètement dépassé par cette émotion, quoi. Et l'autre lui propose un hug, quoi. Il dit tu veux un câlin? Et donc moi je dis oui, d'accord. Et puis on se prend comme ça dans les bras et puis je le tapote un peu par réflexe comme ça sur l'épaule. Et puis il me dit tapote pas.
ça vient des répétitions en fait. En gros, la scène se finit là-dessus, on se dit qu'on s'aime, et alors que 5-10 minutes plus tôt, on en était encore. Tu fais quoi dans la vie? Bon, après, c'est vrai que c'est au théâtre, donc c'est assez accéléré tout ça, mais c'est très condensé. Mais de toute façon, c'est ça, le théâtre, hein, c'est un condensé de la vie. Mais en fait, Judith a intégré aussi notre pudeur en tant qu'acteur. Parce que quand on a travaillé la scène, on est passé par une sorte de pudeur de mec en fait, où on faisait des blagues, on était gênés en fait. Parce que tu dis que toi, tu n'avais jamais vu ça dans une fiction, mais moi, j'avais jamais joué ça en tant qu'acteur. Et donc, on a dû passer au-dessus de cette pudeur, voilà. Et puis, on a eu des gestes un peu de gêne de mec que Judith a intégré dans la scène, comme se tapoter. Et c'est vrai qu'entre mecs, tu peux pas prendre quelqu'un, un mec, dans tes bras sans se tapoter, sans faire des trucs genre ouais, tu vois. Et donc, on a traversé ces répétitions. En intégrant, voilà, à la fois le travail sur le personnage, mais aussi l'expérience de la personne. Tu vois, il y a 3 niveaux: la personne, l'acteur et le personnage, quoi. Et au final, pour moi, de l'intérieur, c'est une sorte de somme de ces 3 entités quand on rejoue chaque soir la scène, et quasiment à chaque fois, chaque soir, pourtant c'est jamais évident, quoi. Hein, de reconvoquer l'émotion, elle revient parce que aussi ça, à chaque fois que j'en parle, moi ça croise autre chose en fait. Dans cette scène, je parle de mon fils, et donc j'ai un grand fils de 15 ans qui va pas tarder d'ailleurs à rentrer de collège, et finalement parce que maintenant on commence à le jouer, l'avoir joué un certain nombre de fois, j'ai formulé en fait un peu l'archéologie de cette scène pour moi, quelles étaient les couches en fait qui se jouaient chaque soir en fait quand je le jouais. Ça parle du rapport entre hommes, mais en tant que père, j'ai aussi un rapport d'homme à homme avec mon fils. Et dans ce rapport, il y a aussi beaucoup de pudeur, beaucoup de l'humour souvent prend le relais, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à se dire de manière frontale. Et comme dans la scène, très judicieusement, Judith, qu'on se connaît très très bien, on est très proches, dans la bouche de mon personnage, je suis amené à parler de la santé de mon fils et tout. Ça reconnecte aussi chaque soir avec moi mon histoire personnelle, avec la force de cette relation qu'on peut avoir avec son enfant. Bon, j'ai 2 filles aussi, c'est complètement autre chose, mais là, il se trouve que dans cette fiction et dans cette situation-là, de ce spectacle-là, c'est plutôt avec cette relation père-fils que ça me reconnecte, quoi. Voilà, donc c'est une sorte d'amalgame entre plusieurs variantes en fait possibles de relations qu'on peut avoir entre hommes, avec un ami, avec un acteur, avec une personne, avec son fils. Voilà. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que cette scène-là, elle fait beaucoup écho pour moi avec une autre scène dans le spectacle, pour le coup que j'ai écrit moi, entre un père et un fils. Et là, pour le coup, je joue le fils dans cette scène. Donc c'est comme si c'est un peu, il y a un effet miroir pour moi entre ces 2 scènes. Et dans l'autre scène aussi, on se tourne autour un peu entre père et fils. Bon, l'issue est complètement tragique et même gore, puisque c'est un parricide, le fils tue le père. Mais donc, il y a un lien pour moi entre ces 2 scènes. Il faut savoir que dans le spectacle, il n'y a pas vraiment de lien dramaturgique entre toutes les scènes. Hein, c'est pas comme une fiction qui irait d'un point à un autre avec des personnages que tu suis. Un peu dans chaque scène, on relance les dés et la fois d'avant on jouait un papa, la fois d'après on jouait un fils, un mec peut jouer une nana peut jouer un mec. Mais il y a des fils rouges qui se tissent quand même malgré tout de cet ordre-là, quoi. Quand on avait échangé par téléphone, je t'avais demandé si pour toi cette scène elle avait changé quelque chose, et tu m'avais dit que ça avait été un changement fondamental. Est-ce que ça a changé ton rapport à l'affection qu'on peut se porter entre hommes? Ouais, parce que j'ai été agréablement surpris par l'émotion en fait que ça provoquait en moi à chaque fois que je la jouais, cette scène. Mais vraiment, même en rencontre, on fait souvent des rencontres bord plateau après le spectacle. Chaque fois que je parle de cette scène, ça m'émeut beaucoup. Donc je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça remue? Donc il y a eu
ce pont là dont je te parlais à l'instant avec la relation avec mon propre fils, mais aussi ça m'a fait penser à mes amis hommes, et je me suis rendu compte que ce cap que je passais dans la scène, dans la fiction, je l'avais jamais vraiment passé dans la vie, quoi. Si peut-être à l'adolescence, voilà, j'avais des amitiés avec d'autres mecs où il y avait plus de tendresse, ou en tout cas une tendresse qui était plus manifestée, quoi. Mais l'âge faisant, et le combat de la vie aussi faisant, j'imagine, m'a endurci, et je me suis rendu compte que bah non, en fait, je disais pas à mes amis mecs que je les aimais, que je les prenais pas dans mes bras, et donc et y compris à Émilie, à ma femme, en fait. C'était une sorte de verrou, quoi. Et donc depuis, bah, je me soigne, je fais attention à ça, j'essaye d'appeler mes potes quand je sais qu'ils vont pas bien, j'essaye de leur dire que je suis content d'être avec eux quand je suis avec eux. J'essaye d'être plus raccord, en fait, avec ce que je sens et avec les émotions qui me traversent quand je sais pas, ouais, de le dire, juste de dire les choses, déjà. Et ouais, ça m'a fait bouger, ouais. C'est là où elle est intéressante, cette scène, c'est qu'elle joue pas que sur le plan affectif et corporel. C'est effectivement aussi de se soucier de la santé mentale de l'autre, d'avoir une discussion profonde sur comment on va, et pas de façon comme on a tendance à le faire au quotidien, qui n'amène pas en fait à des discussions qui sont plus intimes, qui sont plus profondes, et qui te mènent pas à dire un ça va de circonstance. Et moi, quand je suis sortie de cette pièce, on était entre amis, et on a eu évidemment une discussion autour de cette scène, tellement moi j'avais besoin d'en parler. Et il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est un de mes amis qui m'a avoué que, alors que vraiment c'est quelqu'un que je considère comme très progressiste, il se sentait incapable de prendre un autre homme dans les bras, mais vraiment incapable. Et j'en ai reparlé avec lui récemment, et il me disait que ça avait pas évolué, quoi. C'est vraiment un blocage qu'il a. Et je trouve ça intéressant que pour toi, ce blocage, t'aies réussi à le dépasser parce que c'est la fiction qui t'a obligé à aller dans ce sens-là. Et ce premier déblocage a ensuite permis que tu puisses aussi, dans ta vie quotidienne, dépasser ça et avoir à la fois des gestes et des mots tendres pour les personnes que tu côtoies, femmes comme hommes d'ailleurs. Ouais, même si moi, faut quand même que je dise que avant de jouer ce personnage, il m'arrivait de prendre mes potes dans les bras, mais c'était une accolade virile de l'ordre du réflexe, en fait, qui n'était pas forcément intentionnel, c'est juste c'est culturel, quoi. C'est comme ça que j'ai dû apprendre à le faire, probablement avec mon propre père, une chose que j'ai reproduite sans me rendre compte, quoi. Voilà, qui par réflexe va tout de suite vers, c'est pour ça le tapotement, voilà, c'est comme si c'était une sorte d'injonction à laquelle on n'arrivait pas à échapper, quoi. Et voilà, c'est simple, vraiment, c'est tout simple, mais la variante qui va plutôt vers la douceur ou vers la tendresse, elle fait pas partie de mon éducation, et je pense de l'éducation majoritaire, quoi, on va dire, des judéo-chrétiennes, et du milieu dans lequel je vis. Et même si j'ai évolué dans un milieu artistique, mes parents sont artistes, c'est des intellos, ils sont au niveau des genres, par exemple, très tôt, moi j'ai vu des amis de mes parents qui étaient qui avaient changé de sexe dans les années 80. Donc c'est une chose, la virilité et la féminité, je pensais que c'était une chose à laquelle j'étais éveillé, quoi, que j'avais des bons repères, quoi, que je me situais pas, j'étais un peu à la marge, quoi, tu vois, que je me faisais pas avoir d'une certaine manière, et en fait complètement. Au-delà de cette thématique, dans le spectacle dans lequel on joue, il y a d'autres choses qui m'ont fait prendre conscience que j'étais largué aussi sur d'autres thématiques. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut peut-être préciser que c'est un spectacle résolument féministe.
écoféministe qui parle de deux sujets qui sont en fait le même, et c'est ça l'idée du spectacle. Deux sujets qui sont le patriarcat, la domination des hommes sur les femmes, et de l'autre côté la crise écologique, mais en fait qui sont les deux bras armés du patriarcat tout court en fait. Les hommes se comportent de la même manière avec les femmes qu'avec la planète. Et Judith le met en abîme dans le spectacle. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais je le dis quand même, c'est important. Parce qu'on a une sorte de crise au sein du collectif à un moment donné, parce que les deux mecs, Maxence et moi, on s'intéressait que à la crise écologique. Alors que Claire, Mélanie et Judith s'intéressaient certes à l'anthropocène, à l'effondrement, à la crise écologique, mais aussi et surtout au patriarcat. Et donc, à un moment donné, les nanas nous ont dit et les gars, ça va pas, en fait. Et donc, on en a fait une scène qui est intégrée dans le spectacle. Et donc ça, c'est un point important aussi, je trouve, cette composition de votre troupe. C'était quand on avait échangé au préalable par téléphone, tu me disais que tu avais été dans des troupes majoritairement masculines et que c'était la première fois, si je dis pas de bêtises, où tu es dans une troupe où il y a plus de femmes que d'hommes, puisque la proportion c'est 3-2. Moi, ça me fait penser à une amie qui s'appelle Tiffany Day et qui dit toujours, en fait, on est tous tellement, alors le terme est pas adapté, mais bon, j'en trouve pas d'autres là, on est tellement colonisés par le patriarcat que si on veut que les choses, qu'on arrive à dépasser le patriarcat, en fait, il faut qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire que la parité ne suffit pas, parce que les femmes et les hommes sont imbibés de ce patriarcat, et donc si tu as juste la parité, en fait, le patriarcat continue de gagner. Donc en fait, il faut plus de femmes et des femmes féministes. Tu sais que tu viens de dire le contraire. Ah, je viens de dire le contraire. Ouais. Ah bah, c'est magique, je vais le laisser, tu vois. Donc il faut qu'il y ait plus de femmes que d'hommes pour que pour que vraiment ça puisse s'inverser et que un discours féministe puisse naître. Donc je pense que c'est pas anodin, tu vois. Elles avaient sans doute besoin d'être 3 contre 2 pour pouvoir vraiment se confronter à vous et venir vous chercher sur ce terrain-là et vous dire que voilà, ça suffit, il faut ouvrir les yeux et il faut parler du patriarcat aussi. Et donc pour te raconter une autre anecdote, la première fois que j'ai vu cette pièce, on discutait de cette scène encore une fois, et particulièrement de ce que tu as évoqué plusieurs fois, ce tapotement qui est une mise à distance et qui est aussi une façon quelque part de recréer une forme d'asymétrie, puisque la personne qui tapote, c'est celle qui console, c'est pas celle qui est consolée. Et donc la personne qui tapote, elle se place un peu au-dessus, c'est-à-dire qu'elle vient tapoter en disant ça va aller, ça va aller. Et c'est une mise à distance de ce moment qui est un moment de tendresse. Et donc on était au restaurant, on analysait tout ça, on décortiquait tout ça. Et puis quand on sort, j'étais avec une amie qui est très très pudique et on était devant le métro. Et je lui dis bon, maintenant qu'on a discuté de tout ça, tu sais quoi, on va faire un truc, on va se prendre dans les bras. Elle me dit bon, d'accord, ok. Et en fait, on se met bien, on se met face à face, on est prête. Paf, on a nos bras qui enserrent l'une l'autre. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me tapote. Ah ouais. Alors qu'on venait d'en discuter, tu vois, c'était fou. Et en fait, on a eu un fou rire parce que vraiment, c'était de l'ordre du réflexe, tu vois. Elle était en train de reproduire ce que vous aviez vécu sur scène. Et du coup, tu y as déjà un peu répondu parce que je me suis demandé comment vous aviez réussi à analyser ça et comment ça vous est venu. Mais du coup, tu disais que c'était précisément de votre propre gène et de ces réflexes un peu que vous avez eu en essayant de monter cette scène. Bah moi, je le formule. Bon, un peu à la va-vite comme ça, comme une sorte de rassurade, quoi. Quand tu prends un mec dans tes bras, c'est une manière de dire on est copains. Ouais. Ok. On est d'accord, hein. Il y a rien d'ambigu, hein. Surtout pas, quoi. Parce que je pense qu'on a intégré, malgré nous, quoi, une sorte quand même de hantise, qu'une ambiguïté d'ordre sexuel s'installe entre nous, quoi. Donc le tapotement est le signe en fait que non, on est copains, on est d'accord. Il y a un truc, tiens, ça me fait penser à j'avais entendu Ovidie dans un de ses podcasts là, le podcast qu'elle a fait avec Tancred Ramonet. Un truc incroyable c'est une phrase qui a vraiment fait tilt. Elle parlait des hommes de gauche qui baisent comme les hommes de droite. C'est-à-dire qu'on a beau être ou se considérer comme un homme éveillé intellectuellement, socialement, politiquement, etc. On a quand même des réflexes archaïques dans des situations où on décèle une ambiguïté, même si on n'a pas, quoi. Et par réflexe, effectivement, on a besoin tout de suite de clarifier la situation, quoi.
Je suis super d'accord avec toi parce que justement ça me fait penser à un ami avec qui je discutais et je lui disais que j'allais te rencontrer, qu'on allait parler de cette scène qui m'avait marqué, etc. Et donc je lui explique que voilà, sur scène il y a deux hommes qui se prennent dans les bras, que ça m'avait beaucoup touchée parce que c'était une scène qu'on voyait pas. Et en fait sa réaction ça a été mais pourquoi est-ce que je prendrais un autre homme dans les bras ou pourquoi est-ce que j'aurais envie d'être dans les bras d'un autre homme si je peux plutôt être dans les bras d'une femme? Et pourtant, tu vois, ce mec, pareil, il est de gauche, il est engagé. Tiens, c'est mon fils qui rentre du collège. Salut Léon. Salut. Bonsoir le fils. Ça va? Ça va, ouais. Ouais. Vous allez bien? Ouais. Ça va et toi? Nickel. C'est bien passé? Ouais, c'est ça. Tiens, ce que tu peux faire, c'est prendre ton goûter tout de suite dans le frigo. Et comme ça, après, on peut continuer? Ça te va? Et donc, cet ami qui se pense sincèrement de gauche, en fait, ne voyait pas l'intérêt de prendre un autre homme dans les bras. Et donc moi, ma réponse, elle a été très basique, c'était de lui dire, mais en fait, si tu vas mal et que tu peux compter que sur les femmes pour te consoler et pas sur les hommes, ça veut dire qu'en fait, la charge émotionnelle repose exclusivement sur les femmes. Et en fait, c'est quand même du travail, tu vois. Le care, c'est un travail, c'est un truc que les féministes ont théorisé depuis longtemps. C'est du boulot, en fait, de consoler quelqu'un. Et pourquoi est-ce que ce serait que aux femmes que reviendrait ce travail de consolation? Ouais. C'est vrai. Mais c'est plus tordu que ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs, je pense, qui sont capables de le faire avec leurs enfants, avec leurs femmes, mais qui le conçoivent pas avec un autre mec. C'est un vrai blocage, quoi. D'ailleurs, Judith Davis, qui a écrit cette scène là dont tu parles, a aussi écrit un scénario d'un film qu'on va tourner bientôt. Et elle a gardé cette scène. Mais pas sous la même forme. En fait, mon personnage, contre sa volonté, est obligé en fait de participer à une sorte de rituel dans une communauté où on fait ça justement. On intègre cette philosophie, ce care, comme tu le nommes, dans la communauté entre hommes. Et donc il y a une sorte de training de tous les mecs de la communauté qui se forcent à parler des règles, à parler du périnée, à se prendre dans les bras, etc. Et donc, il y a cette scène un peu comme un rituel ou une cérémonie, quoi. Mais tu vois, c'est vraiment des questions super complexes parce que pendant que je marchais pour venir ici, je me suis souvenue, moi j'ai essentiellement fait ma carrière dans le médico-social. J'ai travaillé notamment pendant plusieurs années dans une association qui prend en charge des parents qui sont en difficulté pour éviter le placement des enfants. Donc c'est des parents qui vont très mal, qui sont dans un premier temps plus dans un accompagnement au niveau du soin, que ce soit physique ou psychologique, et qui ensuite dans un second temps, quand ça va un peu mieux, on essaie de les orienter vers une première expérience professionnelle pour qu'ils puissent avoir de l'argent et être autonomes financièrement et avoir leur propre appartement. Et il y a une famille comme ça qu'on a accompagnée pendant plusieurs années. On a en théorie 3 ans pour accompagner une famille, ce qui peut sembler beaucoup, mais quand la famille va très mal, en fait, c'est vraiment très peu. Et cette famille qu'on a accompagnée pendant 3 ans, il y avait le père, la mère et 2 enfants. Et on était dans une configuration assez idéale, qui est celle qu'on se souhaite à chaque fois, mais à laquelle on n'arrive pas très souvent. C'est que la mère était en formation. Et en plus, une formation, on sait que par la suite, il y a beaucoup de débouchés pour pouvoir trouver du travail. Le père avait trouvé un contrat aidé dans un secteur qui lui plaisait beaucoup. Et pareil, c'était un secteur où il n'y aurait pas de problème au niveau du recrutement. Et les 2 enfants étaient en crèche, sachant que, vu les difficultés pour trouver des places en crèche à Paris, c'était pas donné non plus. Donc là, on avait un espèce de tableau idyllique de ce qu'on appelle la réinsertion. On était tous très contents. Et ce qui se passe dans cette crèche où sont les 2 enfants, c'est qu'il y a une professionnelle qui démissionne. Et dans la crèche, ils embauchent un homme. Et en fait, pour le père, ça a été insupportable. En fait, ce que ça a véhiculé pour lui comme représentation, c'est la question de la pédophilie. Donc, dans les milieux féministes, on dit plus la pédocriminalité. Et en fait, il a été persuadé que ses enfants risquaient d'être victimes d'un pédocriminel parce que pour lui, un homme n'avait rien à faire dans une crèche, c'était un métier de femme. Donc, il a décidé de retirer ses enfants de la crèche, sauf qu'une fois que les enfants n'étaient plus en crèche, en fait, il pouvait pas continuer à avoir elle en formation et lui en emploi. Et qui c'est qui a arrêté sa formation? Voilà, c'est évidemment madame qui du coup a mis un terme, tu vois, sa réorientation professionnelle, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est un exemple hyper concret
Mais je trouve qu'on n'a pas assez d'exemples justement très concrets sur qu'est-ce que ça implique ces stéréotypes de genre où on enferme les personnes dans un certain type de compétences et du coup par extension dans un certain type de métier. Et à partir du moment où on se dit que les hommes ne peuvent pas exercer des choses qui sont en lien avec le soin, la douceur, etc., on n'arrive pas à les projeter en crèche. Et du coup, quand il y en a un, tout de suite, tu vois, le pauvre, on s'imagine que c'est un pédocriminel, quoi. Ouais, mais je crois que c'est très difficile d'échapper à ces injonctions invisibles. Bon, là, c'est extrême ce que tu racontes, mais il y en a plein qui sont beaucoup plus flous et autour de nous et en nous, voilà, qu'on le veuille ou non. Mais c'est vrai que là, tu parles d'un père et de ses enfants, mais je vais faire de la psychologie de bas étage, mais quand on devient parent, il y a plein de choses qui se rejouent et qui sont tissées avec la relation qu'on avait avec nos parents quand on était enfant, voire avec nos grands-parents. Il y a plein de choses. Moi, par exemple, je vais un peu raconter ma vie, mais je pense que si j'ai cette sensibilité-là, féminine, et si je me sens aussi bien et à ma place au sein du collectif L'Avantage du Doute, qui est, comme on le disait tout à l'heure, majoritairement féminin, quoi, c'est que je pense que j'ai hérité de mes parents, de ma mère bien sûr, qui était militante féministe, qui l'est toujours, mais avec le temps je me dis aussi, surtout de la part de mon père, qui a toujours défendu. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps, par hasard, dans un docu, je l'ai vu dans une des premières manifs féministes. En 68 ou 69, j'ai halluciné, quoi. Ah, il a pas mitonné, il y était vraiment. Non, il y était vraiment. Parce que sans doute, sa mère l'a élevé avec son frère seul pendant des années, tout en travaillant, et qu'il a dû la voir toute son enfance galérer, et mon père, c'est un mec qui, depuis que je me souviens de mes premiers souvenirs, je l'ai toujours vu faire à bouffer, la vaisselle, participer à parts égales au quotidien avec ma mère. Et c'est ce que d'ailleurs j'essaye de transmettre à mes enfants. C'est pas gagné, hein. Pas gagné, ouais. Je trouve ça hyper important ce que tu dis parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont féministes et qui élèvent des filles, des garçons et qui comprennent pas pourquoi les garçons ne viennent pas complètement adopter leur façon de penser ou de voir cette question de l'égalité femmes-hommes. Et en fait, précisément les garçons, leur rôle modèle, ça reste le père. Donc si le discours de la mère ne peut pas contrer l'attitude du père en fait. Et du coup, si le père n'est pas dans une attitude qui peut potentiellement donner un exemple, c'est beaucoup plus difficile en fait. Je dis pas que c'est impossible, en tout cas c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est vrai. Après moi en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, ce qui m'intéresse aussi c'est les contradictions. C'est-à-dire déjouer aussi les attentes. Quand t'écris une scène, on a tous des réflexes de spectateurs. On voit tous un peu les mêmes séries, les récits dominants, surtout depuis quelques années maintenant, mettent le doigt justement sur ces conditionnements, sur cette forme de, je vais pas parler d'aliénation, mais de carcan en fait, invisible, culturel, social, qui nous tient en fait. Homme comme femme. Et moi, dans une des scènes là que j'ai écrites pour le dernier spectacle de l'Avantage du Doute, je me suis amusé à inverser les rôles. J'ai mis en scène un mec qui a décidé de devenir végétarien parce qu'il a fait un burn-out, il bossait dans une boîte qui participe à l'exploitation de cette planète et des pays du tiers-monde, et qui tout d'un coup a eu un gros problème de conscience, a fait un burn-out, arrivait plus à tenir le dilemme, et arrêté de bosser, est devenu végétarien, a commencé à s'instruire et à regarder un peu les coulisses quoi du système économique et politique dominant quoi. Et il n'arrive pas à reprendre le boulot en fait. Et donc il reste chez lui à la maison, il s'occupe plus des enfants, il les aide à faire les devoirs, il bouquine, et sa nana, elle qui a continué sur sa lancée en fait, ne supporte pas. Et ça m'intéressait de d'écrire une scène là-dessus. Je l'ai vécu plusieurs fois moi en couple, cette situation, et sa femme le prend vraiment comme un signe de faiblesse en fait. Il dit mais vas-y ressaisis-toi quoi, prends tes couilles et sois un homme quoi.
Et parce que je pense que, alors aujourd'hui, je vais me faire taper dessus, mais je pense que ces carcans-là, cette manière un peu de mettre les mecs dans une case et les nanas dans une autre, malheureusement, il y a aussi des nanas que ça rassure, qui le formulent pas forcément. Et ça m'intéressait aussi d'en parler. Je pense que c'est une minorité qui appartient surtout d'ailleurs à la génération de mes parents. Pour qui ça me fait penser, j'ai une copine qui nous a envoyé une photo dans des toilettes où en fait il y avait un truc en néon, un logo au-dessus des toilettes, il y avait écrit mauvais garçon, bon compagnon. Et je trouve que ça participe de ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que il y a des femmes à qui on laisse entendre et qui du coup l'intègrent l'idée que un bon compagnon, c'est un mec un peu viril, un peu badass, qui se comporte pas très bien. Et moi je crois que vraiment la fois où ça m'a le plus frappé, c'est quand je discutais avec une personne qui travaillait dans un point d'accès au droit et qui racontait que il y avait des femmes qui étaient victimes de violences de la part de leurs compagnons, de violences physiques, et qu'elles banalisaient ça parce qu'elles disaient ouais mais regarde Rihanna aussi. Et comme Rihanna est restée avec son mec alors que son mec était violent, il y avait un truc genre ouais moi aussi j'en ai un qui est un peu cool et un peu badass, tu vois. Et ça c'est un truc qu'effectivement les femmes aussi ont à déconstruire, tu vois, de se détacher de ce type de mecs qui peuvent sembler enviables et qui le sont absolument pas. Mais il y a toute une construction sociétale qui fait que on nous les présente encore comme des mecs désirables. Mais, oui, je suis d'accord, mais Là, tu parles quand même d'une attitude toxique, visible, vraiment, qui crève les yeux. Moi, je parle de petits détails, de choses plus difficiles à déceler. Comme par exemple, parce que moi, je suis devenu végétarien, par exemple, et j'ai halluciné. Je pensais que c'était intégré, quoi. Et il y a plein de potes ou de parents, que ça mettait mal à l'aise. Et aussi, au sein même de mon couple, il y a eu un moment un peu flottant où tu manger de la bidoche, de la viande rouge, c'est qu'on le veuille ou non, il y a un truc archaïque qui joue là-dessus, quoi. Ouais. C'est une victoire sur les animaux, c'est même si on chasse plus qu'on mange, mais et puis il y a des trucs qui sont intégrés, comme quoi voilà, ça te maintient en forme, ça donne des forces, il y a du fer dedans, on en a besoin, et puis on en mange depuis, tout ce que je dis dans la scène, on en mange depuis des milliers d'années. Ouais. C'est parce qu'on en a besoin. Alors que maintenant, c'est prouvé que non. Que c'est aussi toxique que bon pour la santé. Tout dépend à quelle mesure, quoi, et il y a plein de palliatifs, en fait, il y a plein de plans B, quoi. Et tu vois, ça, pour moi, ça reste du sexisme, parce que, pourquoi je dis que ça reste du sexisme, c'est que la dissidence à la féminité, on la comprend parce que le masculin est désirable. Donc une femme qui va chercher le masculin, quelque part, c'est compréhensible parce qu'on se dit bah oui, le masculin, il est valorisé. Alors que le végétarisme étant associé au féminin, un mec qui va chercher quelque chose qui est du côté de la féminité, on le comprend pas parce que pourquoi est-ce qu'on irait vers quelque chose qui est dominé plutôt que vers quelque chose qui est dominant. Donc je pense que dans tout ce qu'on empêche les hommes d'exprimer, il y a vraiment cette idée que les hommes restent des hommes parce que tout ce qui est féminin est déconsidéré en fait. Et c'est vrai que du coup, par rapport à cette question du végétarisme, c'est un truc qui est hyper fort. Moi, je suis végane antispéciste, donc voilà, je connais beaucoup de personnes qui sont végétariennes, véganes, etc. Et du coup, ton témoignage, il est pas isolé, quoi, de mecs où vraiment leurs amis ont du mal à comprendre et eux-mêmes, ils sont comme toi, ils en reviennent pas, que ça étonne encore des gens, quoi. Je veux dire, voilà, on connaît la sensibilité animale, même si on n'en a pas cette sensibilité-là, on connaît les arguments en termes de climat, et ça reste un truc pour les mecs très difficile à assumer, quoi. Ouais, je parle même pas de la génération de mes parents, quoi. Pour qui c'est un gros sujet de tension, quoi. Il y a vraiment un gros clash à Noël, par exemple, parce que la choucroute de Noël, en fait, c'est une tradition dans la famille, et là, j'ai dit non, quoi, pour la première fois, et ça a été très compliqué. Mais pourquoi? Je comprends pas, en fait. Les gens le prennent contre eux, ils ont peur aussi pour la santé de mes enfants. Ils disent mais il faut quand même qu'ils mangent de la viande, tes enfants, parce que sinon ils vont pas bien grandir et tout. Alors que moi j'ai aucun problème, je leur fais des steaks, on n'en mange pas beaucoup, mais je suis pas un nazi, quoi. Je vais pas imposer ça à mes enfants, et à ma femme. Elle adore aussi la bidoche, mais moi je me suis pas senti en fait de penser, d'écrire et de participer à un projet artistique
qui traitait ce sujet sans être cohérent, quoi. Je me suis dit, très vite tu peux être surplombant, très vite d'ailleurs aussi t'enfonces des portes ouvertes, parce qu'en fait les infos, l'impact écologique d'un steak, tout le monde plus ou moins a entendu les infos, tout le monde le sait. Donc ça m'a intéressé de voir quelles étaient les niches du déni, quoi. Bon, je pourrais en parler des heures, hein, du coup je les ai un peu personnifiés. Chacun des personnages en fait est un peu une étape qui va vers la conscience de la conséquence de nos pratiques et de nos actes sur la planète, sur l'écosystème. Mais ouais, donc ça a été assez surprenant pour moi. Je pensais vraiment qu'on avait dépassé ça. Et puis après, ce qui était marrant, c'est que du coup, j'ai donné ce rôle dont je parlais, de la nana qui se retrouve être presque plus macho que son propre mec, à Judith, qui elle m'avait donné le rôle du gros connard dans ces scènes. Donc c'est ça aussi qui est super amusant et super intéressant dans le collectif, c'est-à-dire qu'on peut aller à contre-courant de ce que quelqu'un écrit ou dégage ou de sa nature, et que du coup tu te retrouves tu t'amuses en fait à jouer ton propre ennemi, quoi, et mais à le défendre en même temps, parce que ça c'est très important aussi. On utilise beaucoup l'humour, mais que ce soit pas un rire cynique. On ne veut pas se foutre de la gueule, être surplombant. Surtout qu'à un moment donné, sans doute dans notre vie, on a été cette personne-là. On l'a en nous, en fait. On l'a en nous. Et ces dilemmes, tout le monde les trimballe. Ces contradictions, tout le monde les trimballe. Et je pense que c'est ça qui fait du bien aussi dans ce spectacle, particulièrement dans celui-là. C'est que les spectateurs revivent le temps du spectacle, des dilemmes, des contradictions, des dénis, en fait, qui nous pèsent. Parce que, à moins que tu partes vivre en haut d'une montagne, sans eau et sans électricité, pour réduire ton bilan carbone à 0, quoi. Ce que personne ne fait, en fait. Forcément, tu participes à la crise. Tu as un rôle. Tu joues un rôle sans le vouloir, quoi. Même si tu as accédé à une forme de lucidité et que tu veux combattre cette fin inéluctable. Mais je pense que voilà, ce spectacle, il a un rôle juste de créer des dialogues. Les gens parlent beaucoup sur le trottoir en sortant, et c'est flagrant. Ouais. Le fait tu d'en sens parler, que ça crée des débats. Ouais. Il faut en parler. On n'en parle pas assez. Il s'agit pas de rester sur les faits, de parler de valeurs, d'être valeur contre valeur, mais juste de partager, de nommer nos affects. Ça, c'est Bruno Latour qui nous a énormément éclairé là-dessus. C'est-à-dire que la crise et le rôle qu'on joue dans cette crise est sans précédent, et provoque chez nous des émotions, des affects dont on n'a pas encore le nom. Et juste partager, échanger là-dessus et essayer de leur donner un nom, les nommer, déjà ça fait du bien. Déjà c'est du soin, quoi. Et après on arrive un peu mieux à regarder la vérité en face, et c'est le début du changement, en fait. C'est le début du changement intérieur et puis extérieur, quoi. Est-ce que pour finir tu peux nous dire comment vous suivre? Alors nous suivre, on a un site internet, l'avantagedudoute.com. Là on vient de terminer la saison avec le spectacle encore plus partout tout le temps, mais on va le reprendre l'année prochaine en tournée dans plein de villes, au Théâtre de la Tempête en décembre, donc comme reprise parisienne, mais on va aussi jouer à Lille, à Toulouse, à Marseille et plein d'autres villes que j'oublie mais que vous trouverez sur le site. On a un Insta, mais on est nul en Instagram, donc. Mais comme j'ai pas diffusé l'épisode tout de suite, peut-être que d'ici là, voilà, vous aurez fait des prouesses. Voilà, donc il existe. Vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez nous écrire si vous avez vu nos spectacles Et la preuve que vous répondez, c'est que moi je vous ai écrit. Ouais. On est là. J'étais assez réactif. Super réactif. Parce que pour nous c'est très. Ça peut sembler très démago de dire ça, mais on doute beaucoup. Et à chaque fois qu'on a une discussion avec une spectatrice, un spectateur, on adore les rencontres bord plateau justement pour ça, mais même que les gens nous écrivent, ça nous conforte dans le fait que voilà, on est au bon endroit.
parce que on se saisit de thématiques qui sont très casse-gueule en fait, qui très vite enfoncent des portes ouvertes et de savoir que bon, on a trouvé un bon prisme et que en tout cas que ça parle aux gens, ça nous encourage beaucoup et on en a besoin parce que les temps sont durs. C'est de plus en plus difficile de se produire en fait. Nous on est indépendants, il y a des coupes budgétaires partout dans tous les sens. Et comme on n'aspire pas à la direction d'un lieu et qu'on n'est plus une compagnie émergente, on commence à avoir un certain âge. Voilà, il faut avoir de la force quoi pour continuer et tous les retours d'expérience sont les bienvenus quoi. Alors c'est vrai que là on a beaucoup parlé d'une scène en particulier parce que elle m'a marqué particulièrement, mais l'ensemble de la pièce est génial. Moi je l'ai vue 2 fois, tout ce que j'ai vu de la compagnie est super, donc voilà, je peux qu'encourager les personnes à vous suivre et puis à venir vous voir. Et j'espère même que le texte un jour sera publié parce que vraiment c'est ce que tu disais, c'est que c'est un support à discussion quoi. C'est pas quelque chose qui vient asséner une vérité, mais c'est quelque chose qui aide à réfléchir. Et pour moi je trouve que c'est une modalité qui permet de pas confronter les personnes au point où elles se ferment, mais qui permet une ouverture et c'est difficile de trouver, enfin de rentrer dans ce prisme-là, je trouve, et que vous vraiment vous y avez très bien réussi. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi pour cet échange. Ouais, c'était un plaisir. Devenir